Mathieu? Salut Mathias. Ouais, est-ce que tu m'entends? Oui, très bien. Ok. Euh, je suis pas Ah, dans des conditions idéales, mais ça va si, le faire. ça fait très professionnel. Ouais, exactement. Puis j'ai pas des masses de bat. Ah, si, ça va. Ça va, ça va. On est un peu en avance, alors Euh, on va attendre que on les est gens entre arrivent. nous là ou... Non, il y a déjà un peu de monde. D'accord, ok. Bonjour François. D'habitude, il y a une salle d'attente et on laisse rentrer tout Ouais. le monde après. Je sais pas pourquoi c'est pas Ah, le cas là. je sais pas. Ah, c'est peut-être moi qui ai appuyé sur un truc qu'il fallait pas. J'ai la main, je crois, parce que je suis sur Teams Ouais, outre-mer, tu sais, pour les échanges de fichiers et tout ça. on va attendre un petit peu que tout le monde arrive, hein. Ouais, bien sûr. J'ai à peu Allô, près allô, vous une heure, moi. m'entendez? Bonjour Bonjour Céline. Oui, on Céline. t'entend. Ok, good. Salut Mathias. Salut Céline, ça va? Ouais, ça va. Je suis dans un magnifique décor. C'est encore plus calme que d'habitude alors? Non, il y a du monde, en fait. Il y a des gens. Par contre, il y a pas mal de stands vides. Enfin, pas mal. Oui, Certain nombre. il y a moins de bateaux. Il y a un peu moins de bateaux et il y a des emplacements vides, hein. Par exemple, celui où je me trouve, Ouais, il y a il y en a régulièrement des gens plusieurs. qui viennent pas au dernier moment. Tu as des stands vides avec de la moquette. C'est ça, exactement. Euh, voilà. Enfin, ça reflète un peu chez de la présence. Bonjour à ceux qui nous ont déjà rejoints. On attend encore quelques minutes avant de commencer. Et on fera la petite introduction. Merci. Je vais juste me présenter. Après, je couperai peut-être ma caméra parce que je n'ai pas un réseau. Ouais, ça marche. On attend 12h30 hein, pour lancer. Oui, oui, Je oui, bien ferai la... sûr. Ça marche. Ouais, pas de souci. Tu couperas la caméra, je comprends. Pas de problème.
Bonjour à tous, il est 12h30, on va commencer notre webinaire aujourd'hui. Merci de vous joindre à nous. Je suis Céline Macherez, je m'occupe du marketing pour Outre-mer. Donc cette session aura lieu aujourd'hui donc en français. Et autour de la table, donc on a Mathieu Rougevin-Baville, le directeur commercial d'Outre-mer. On a Mathias Morios de chez VPLP. Et on a également Benoît Mancini, Stéphane Renard du bureau d'études Outre-mer qui seront avec nous pour mener ce webinaire sur les évolutions dans l'architecture et l'ingénierie navale. Pour plus de facilité, nous avons bloqué les prises de parole et les vidéos de votre côté pour que ce soit plus simple. En revanche, je vous invite à utiliser la boîte de conversation. On apportera des réponses si besoin. Voilà, donc je pense qu'on peut commencer. Et nous allons d'abord laisser la main à Mathias en direct de Düsseldorf. Tout à fait. Bonjour, Mathias Morios chez VPLP Design. Je suis responsable du pôle plaisance au sein de VPLP. Alors, je m'excuse, je suis dans un salon nautique et j'ai plus beaucoup de batterie, donc je vais couper ma caméra, mais c'est Mathieu qui a la main sur les slides. Donc, le métier d'architecte naval, je voudrais juste commencer en introduction par ces quelques mots, a évolué ces dernières années, notamment en parallèle avec le développement des des outils. Donc, les métiers se sont spécialisés et aujourd'hui, chez VPLP, il y a une équipe d'ingénieurs d'environ une douzaine de personnes, ingénieurs performance et ingénieurs structure. Voilà. VPLP, pour ceux qui ne connaissent pas, a été fondé par Marc Van Peteghem et Vincent Loriot-Prévost en 1983. Et donc, nous avons fêté nos 40 ans l'année dernière. Voilà quelques-uns des projets iconiques de l'agence. Une œuvre dans les bateaux de course, évidemment. Vous avez un scope très large, en fait. Vous faites aussi bien oui, tout à fait. De la course à plaisance et également dans le maritime depuis quelques années, avec le projet Canopée qui a été récemment, en 2023, mis à l'eau et qui, avec des ailes qui ont été développées en interne et qui fait la liaison entre Bordeaux et Kourou et la Guyane pour transporter la fusée Ariane 6. Voilà quelques-uns
quelques-uns de nos projets courses, hein. Donc des ultimes, des bateaux trimarans d'une trentaine de mètres, des Ocean 50, donc des trimarans de 50 mètres, mais également des monocoques, hein, que des IMOCA et Comanche qu'on voit là, qui est un maxi de 100 pieds. Hein, et donc des bateaux de série, des catamarans de série, pardon, de croisière, des lagunes, pour lesquelles on dessine à peu près tout le range, et une collaboration pardon, avec Outremer depuis 2010, je crois, de mémoire. Mathieu, tu m'arrêtes si je me trompe. Oui, on a commencé le projet du 5X en 2010. C'est ça, avec le 5X qui a été mis à l'eau en 2012, Ça. également élu bateau de l'année. Et depuis, nous avons fait l'Outremer 55, également l'Outremer 52 plus récemment. On travaille actuellement sur 2 autres projets, le 48 et un bateau plus grand, le 64. Et je crois que ce qui peut être intéressant de préciser, c'est qu'en fait, c'est plus du tout le travail d'une seule personne, architecte naval. Exactement, d'où ma petite introduction. Et donc, l'architecte naval aujourd'hui est entouré de designers, modeleurs numériques et donc d'ingénieurs auxquels je faisais allusion un peu plus tôt. Donc l'architecte, en fait, est garant de la cohérence du projet. Il garde la main sur la conception générale, mais il s'appuie sur les designers, modeleurs, les ingénieurs pour les calculs de structure et également pour les prédictions de performance, et notamment des essais en bassin de carène numérique qui sont donc internalisés au sein de VPLP. Et donc la richesse, j'ai envie de dire, c'est que l'architecte, en échangeant avec un ingénieur structure ou performance, d'abord il échange avec un collègue. Ce même collègue travaille également transversalement sur des projets de bateaux de course et des bateaux de commerce. Et donc ça, c'est extrêmement riche, hein, cet échange. C'est pas comme si l'architecte appelait un sous-traitant, par exemple. Et tout ça est internalisé. On a une photo en haut à gauche d'un modèle EF, donc par élément fini, avec des analyses de structure qui permettent d'identifier où sont. Alors, je vous rassure, l'image est amplifiée, qui permet d'identifier les zones de surcontrainte et donc de plus finement que ce que nous faisions il y a une quinzaine d'années, on va dire, pouvoir déterminer les renforts et optimiser effectivement la structure en collaboration avec le chantier, puisqu'il y a des contraintes de mise en œuvre et de production qui doivent être prises en compte. Donc c'est un échange perpétuel, constant, pardon, entre le bureau d'études représenté par Stéphane et Benoît ici présents et nos équipes d'ingénieurs. Et quelle est la fiabilité? Quelle est Ouais, la pardon. fiabilité de ces outils aujourd'hui? C'est-à-dire que quand vous faites des prévisions de performance, après, dans la réalité, on est à quel pourcentage de rapprochement? Ou sur les efforts? Tu as des chiffres là-dessus? Non, mais je dirais que pour les prédictions de vitesse, après, Benoît et Stéphane, arrêtez-moi si je dis des bêtises, mais je dirais 95%, quelque chose comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Benoît, il y a ton micro qui est coupé si tu veux. Bien vu. Effectivement, je pense que c'est de cet ordre-là. Je pense que c'est proche des 95%. Mais Ouais. ce qui est surtout important de dire, c'est que sur tous ces outils d'analyse, c'est des excellents outils de prise de décision.
parce que c'est ce qui permet, en fait, dans des choix de conception, enfin, dans une conception, il y a tout un tas de choix à faire et de parti pris, plus pour le poids, plus pour la raideur, plus pour l'ergonomie. Et c'est une conception, tout un tas de compromis. Et en fait, ces outils-là permettent de comparer chaque choix. Ils permettent de comparer trois configurations différentes autour d'une même décision, que ce soit je vois l'écran de droite, une surface de grand voile, une surface de génois et un appui de dérive. En fait, les architectes peuvent faire varier chacun de ces curseurs-là et voir les résultats en direct. En fait, le plus important, c'est l'aspect comparatif d'aide à la décision que l'aspect valeur absolue. Et en fait, la conception d'un bateau, Oui. c'est des boucles de rétroaction. Exactement, ce qu'on appelle les boucles navires. Donc, on commence très macro à la première boucle et petit à petit, on affine. Et une fois qu'on a le modèle, on a en haut à gauche parallèlement fini, comme vient de dire Benoît, c'est quelque chose qui évolue, ou en tous les cas qui nous sert d'outil de conception et effectivement à prise de décision sur des choix de matériaux ou voire même de géométrie de renfort qui soit le plus adapté d'une part au chantier et qui réponde aux critères de dimensionnement. Pour les VPP, c'est tout à fait vrai. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir comparer des bateaux entre eux, de la gamme, bien entendu, et également d'affiner les plans de voilure en jouant sur les surfaces et en faisant retourner les prédictions de performance. Quant à la structure, pour répondre à ta question, Mathieu, là, je dirais qu'on doit être proche des 100%. Il arrive qu'on installe des jauges de contraintes sur les bateaux une fois à l'eau. Et donc, on récupère les données afin de les comparer et les mettre en relation avec nos calculs. L'image en bas à gauche, donc ça, c'est le bassin de carène numérique. Un peu excusez-moi. Le bassin de carène numérique est, par exemple, je crois que c'est sur l'Outre-mer 55, c'est peut-être à la slide suivante. Non, ça c'est de la structure, c'est pas grave. Voilà. On a fait une campagne pardon, d'optimisation de carène, de forme de carène. Là, sur l'exemple qu'on a à gauche, trois différents candidats, est-ce qu'on s'est attardé à regarder notamment l'enfoncement du tableau arrière avec des tableaux émergés et des tableaux plus ou moins immergés, ce qui nous a permis de voir qu'un certain enfoncement de tableau arrière nous permettait d'une part de tendre la ligne de quille et qu'à partir d'une certaine vitesse de carène, pour des 8 nœuds, donc quand on commence à naviguer à la voile, il y avait un écoulement beaucoup plus fluide et un décrochement, et que la résistance était moindre au-delà de ça. Donc ça, c'est typiquement un exemple des outils qui sont mis à notre disposition et qu'on utilise régulièrement sur la conception d'un outre-mer. Et là aussi, pour compléter ça, là aussi, il n'y a pas une bonne et une mauvaise carène, c'est toute une série de facteurs sur lesquels on peut jouer, sur lesquels les architectes peuvent jouer et bouger les curseurs, qui vont donner des aspects différents à une carène, qui vont donner soit une capacité de chargement plus importante, une capacité d'accélérer dans les tout petits airs plus importante, ou au contraire une capacité d'atteindre des vitesses cibles très très élevées. Et c'est juste qu'une carène ne peut pas, c'est très difficile de dessiner la carène qui peut tout faire. Donc on préfère faire un choix architectural en début de projet. Qu'est-ce qu'on souhaite optimiser le plus, quitte à être un petit peu moins performant sur d'autres choses. Notamment Outre-mer, on parle beaucoup de performance sereine chez Outre-mer. On en a parlé au premier webinaire.
l'objectif, c'est de naviguer le plus tôt possible à la voile. C'est pas nécessairement d'aller chercher des vitesses records de 17, 18, 20 nœuds. En fait, l'optimisation de carène pour ces vitesses-là, on ne la cherche pas. On va plutôt chercher à avoir des carènes qui puissent porter du chargement, puisqu'en voyage autour du monde, on a souvent des équipements à emmener, on a des bateaux relativement chargés, et pour autant, qui restent des bons marcheurs dans le petit temps, puisqu'on a vu aussi le dernier webinaire que le vent léger fait partie d'une grande partie finalement de la, de la courbe des vents moyenne autour du monde. Donc c'est plutôt là-dessus qu'on axe le dessin de carène, c'est sur la performance dans les petits depths. Et tout en acceptant d'avoir à utiliser les moteurs quand il y a 1, 2 nœuds de vent, là où des architectes qui dessineraient un bateau de régate pour le lac Léman vont aller chercher justement la capacité du bateau à démarrer dans 1 nœud de vent ou 2 nœuds de vent, parce que c'est ce qui peut faire la différence. C'est pas notre cas. Ouais, tout à fait. En fait, c'est cibler la conception du bateau autour du cahier des charges, afin d'être cohérent. Voilà, c'est en résumé. Donc, Et Mathias, est-ce que oui, je m'avance en disant que quand tu as commencé, on va dire il y a une bonne vingtaine d'années, les essais de bassin de carène, ça voulait dire que de réserver un bassin pour des jours qui coûtaient très exactement. cher, Ouais. et avec un nombre d'essais limité, alors qu'aujourd'hui c'est presque infini, quoi. Exactement. Quand j'ai commencé, il y a, oui, comme tu dis, bonne vingtaine d'années, les essais en bassin de carène étaient physiques et donc il fallait réserver un bassin de carène. Il n'y en a pas à tous les coins de rue déjà. Fabriquer une maquette, voire peut-être 2 maquettes si on voulait tester différentes formes et avec des budgets trop importants, dans tous les cas, pas à la hauteur, enfin, qui étaient réalisés pour des projets courses plutôt. Les budgets étaient R&D sont assez importants dans les bateaux de course. Donc aujourd'hui, c'est fait en numérique et c'est encore plus précis même que bassin de carène physique, suivant les valeurs de maillage du fluide et de la carène. Alors, si on revient à la structure, je crois, du coup, voilà. Là, c'est pareil, on peut rebondir sur ce que Benoît disait. Une fois qu'on a les formes globales du bateau, c'est l'image qu'on a à droite, avec les ouvertures, on charge le modèle avec les efforts gréement et on fait différentes opérations de cas de chargement à hauteur de 3 à 4, un fournement, une diagonale, ainsi de suite, avec différents pourcentages de valeur de chargement du gréement. Donc on prend en compte les efforts sous voile et de la mer. Ensuite, on a un certain nombre de critères, notamment de déformation. C'est ce qu'on voit en bas à gauche, hein, c'est une cloison de baie. Encore une fois, je vous rassure, c'est amplifié afin de pouvoir le visualiser. Ce n'est pas du tout ce qui se passe dans la réalité. Donc là, en l'occurrence, on a un pourcentage d'environ 1% maximum de déformation de cette cloison de roof. Donc c'est la cloison entre le cockpit extérieur et le carré intérieur, qui est notamment très ouverte. Donc ces outils, il y a une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années, on n'aurait jamais imaginé ou osé ouvrir cette cloison autant que ce qu'on a là dans les outre-mer les plus récents, parce qu'on n'était pas capable d'analyser les déformations et donc de calculer les renforts nécessaires. Il y a des limites, bien entendu. Et donc, on arrive à itérer
suivant le cahier des charges, suivant les ouvertures, des renforts nécessaires basés sur nos critères. Ça permet aujourd'hui d'avoir des bateaux qui sont beaucoup plus ouverts avec une vision 360 optimisée. Et puis, il y a également le choix des matériaux. Là, encore une fois, on échange beaucoup avec le chantier. L'idée, c'est pas d'utiliser du carbone partout. Ça n'aurait pas de sens. C'est pas cohérent sur un projet outre-mer, mais c'est d'utiliser du carbone là où ça fait du sens, c'est-à-dire principalement des renforts de structure. Ouais, on va en parler. Vous en parlerez après. On va en parler des matériaux. Mais sur l'approche, en fait, est-ce qu'on peut dire qu'il y a 20, 30 ans, on essayait quelque chose et puis si ça cassait, on disait ah bah zut, on va moins ouvrir. On attendait, c'était essai-erreur, quoi. C'est un peu ça, oui. Dans tous les cas, on n'osait pas. Voilà, c'était un peu empirique. Ouais. Ouais, il y avait un peu d'essai-erreur, puis il y avait aussi beaucoup d'analytique et de calcul main, et donc le calcul à la main a beau avoir une grande fiabilité à partir du moment où on utilise les bonnes hypothèses, c'est juste qu'il est limité aussi au temps homme. Donc on se focalisait sur certaines zones très précises du bateau en regardant les efforts locaux. Alors que donc les efforts locaux dus à une dérive, dus au gréement, à la compression du mât, aux efforts dans les haubans, etc. Et ces zones-là étaient toujours bien regardées, mais ce que les éléments finis, donc le genre de visuel que vous voyez ici, où on découpe le bateau en des milliers et des milliers de tout petits triangles, et que le logiciel, en une vitesse de calcul impressionnante, arrive à calculer la contrainte, donc la charge appliquée à chacune de ces petites surfaces, en fait, ça permet d'avoir en quelques heures de travail une vision globale, 100% des efforts dans le bateau, dans chaque petite zone du bateau, pour des cas de chargement aussi nombreux qu'on le souhaite, et ce qui permet peut-être d'identifier des zones qui sont plus chargées que ce qu'on aurait pu penser avec un calcul à la main, mais aussi qui permettent d'identifier des zones en fait qui sont très 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 peu chargées et qui nous permettent aujourd'hui d'alléger ces zones-là, parce qu'on se dit en fait les matériaux coûtent cher, les matériaux pèsent leur poids. Partout où on peut éviter de mettre de la matière parce qu'il n'y a aucune charge qui passe, et ben on va réduire les échantillonnages. Donc là où à l'époque, le moins on savait, le plus on suréchantillonnait par sécurité. Aujourd'hui, on gagne en connaissance des charges et en analyse de la distribution des charges dans toutes les surfaces. Donc on peut dimensionner au plus juste, au bon endroit. Tout à fait. Exactement. Et donc ça va se traduire concrètement par un bateau qui est plus agréable. Donc voilà quelques images. Ça, c'est un Outremer 45 qui date en conception de 97-98, qui a navigué en 2000. Donc ça veut dire une hauteur sous barreau dans l'avant du roof qui est limitée, des hublots pas trop grands pour éviter de fragiliser la structure. Et voilà, ça c'est l'Outremer 49 en 2010. Donc on gagne un peu en hauteur sous barreau, on gagne un peu en ouverture de hublot. Mais là, on n'était pas encore très fin dans l'analyse de ce qui se passait. Et aujourd'hui, ça se traduit par voilà, des intérieurs beaucoup plus agréables, beaucoup plus ouverts. On parlait au BE ces jours-ci, c'est impressionnant de voir la faible quantité de matière entre les hublots. Et pourtant, le bateau a toujours la même rigidité. Il n'a pas perdu par rapport à ce qu'on faisait avant. Ils sont même plutôt plus raides. Voire Les même structures plus globales raides. sont plutôt plus Oui, raides. ils sont plus rigides. Tout à fait. Voire même Donc, plus Mathieu, raides. on a une question de Bertrand, là, je pense qu'il faut la prendre maintenant, concernant, il demande si le calcul intègre aussi les poids supplémentaires de matériel de voyage. Bien sûr. Oui, bien sûr, tout à fait. Oui, oui. Donc, oui, les ça fait partie du sont cahier des basés- charges. Hein. Exactement. Le chantier. Pardon, En vas-y, fait, on Mathias. constitue un devis des masses en collaboration avec les chantiers.
nous, basé sur une première boucle en ce qui concerne la structure en analytique, afin d'avoir une masse de la structure globale, et également les centres de gravité. Et le chantier de son côté, des systèmes, la position des systèmes, et enfin toutes les masses variables, dont l'emport de l'équipage. On arrive à différents quais de chargement, conditions de navigation moyennes, dont un cas normatif d'ailleurs, de chargement max. C'est la fameuse petite charge que vous voyez sur la petite plaque noire de certification du bateau, sur des très vieux bateaux comme ici où elle est un peu effacée, c'est la plaque grise en bas à gauche. Voilà, c'est là où vous voyez le chargement maximal autorisé sur un bateau. C'est parce que on a pris des hypothèses de chargement entre la façon dont on le fabrique, la façon dont on peut le charger en termes de volume de réservoir d'eau, réservoir de gasoil, etc., plus tous les équipements personnels amenés en plus de l'équipage. Et le bateau est calculé pour ça et certifié pour ça. Et évidemment, si on gagne d'ailleurs, du pour poids, répondre, pardon. si on gagne du poids sur la si on gagne du poids sur la structure, c'est autant de poids qu'on a en plus dans la charge qu'on peut mettre dans le bateau. Exactement. Donc, on utilise, pour répondre à monsieur, on utilise cette chargement maximum, et on prend d'ailleurs, sans révéler de secret, une petite marge, quelques centaines de kilos supplémentaires. Question intéressante de François, la rigidité peut-elle être un problème? Quid de la souplesse parfois nécessaire? Un problème? Qu'est-ce qui se passe avec un bateau trop rigide? Il se passe rien. Par contre, avec un bateau entre guillemets souple, il va se déformer, la structure va travailler, la baie vitrée va plus s'ouvrir ou se déjanter. Oui. Et ça va amener des concentrations d'efforts, et donc éventuellement ou potentiellement des cracks. Un bateau raide, c'est absolument pas un problème. Enfin, ou peut-être de confort auditif, parce qu'un bateau tout carbone. Dans ce sens-là, oui, bien sûr. Oui, un bateau tout carbone, pardon, c'est une vraie caisse de résonance. Carbone transmettant les vibrations et le bruit, donc ça serait beaucoup moins confortable. Je pense que la question tourne peut-être autour de l'analogie du souple et fort comme un bambou. Dans le cas des bateaux, en tout cas, nous, beaucoup des critères utilisés dans le dimensionnement des bateaux visent à la raideur plus qu'à la résistance. La résistance, c'est même pas un sujet, elle est toujours, on a des grands facteurs de sécurité pour être sûr que nos matériaux tiennent toujours largement plus que la charge qu'on estime voir sur un bateau en mode de fonctionnement le plus contraignant, très chargé, avec beaucoup de vent, beaucoup de mer. Donc là-dessus, on a des très gros facteurs de sécurité qui font qu'on n'ait jamais un risque de casser. La raideur et le critère finalement, qui est un peu le critère performance, parce que plus la plateforme sera raide, plus les efforts auxquels le bateau sera soumis seront transformés en puissance vélique et en avancement. Donc les bateaux de course, que ce soit du monocoque ou du catamaran, les bateaux de course sont les bateaux les plus raides du monde. Un voilier de voyage sera forcément un petit peu moins raide parce qu'on mettra un peu moins de matériaux tels que le carbone par exemple, qui apporte énormément de raideur. Mais la raideur ne sera jamais un problème en soi. Au contraire, elle aidera juste le bateau d'une part, à tenir ses formes, comme le disait Mathieu, dans son agencement pour éviter les grincements, etc. Et c'est ce qui fera que toute la puissance sera transformée en puissance vélique. Une question et à mieux vieillir, évidemment. Une question sur l'évolution du fardage. Effectivement, c'est intéressant parce que globalement, les progrès du design du bateau, de l'ingénierie, l'architecture navale, conduisent quand même, enfin au moins chez Outremer, à donner plus de volume, donc plus de fardage.
Dans le précédent webinaire, on parlait des efforts qu'affronte un bateau, la friction, la résistance de vagues, etc. On n'a pas vraiment détaillé la résistance aéro qui commence à prendre plus d'importance. On le voit dans la Coupe de l'Amérique, par exemple, avec des bateaux qui peuvent aller à 3 ou 4 fois la vitesse du vent. Est-ce que c'est des choses que vous avez chiffrées? Moi, j'aurais Non, tendance intuitivement à dire que c'est négligeable, mais c'est négligeable aux vitesses auxquelles se déplacent ces bateaux de croisière. Non, on ne s'y attarde pas. Absolument pas, non. On pourrait, puisque les outils de bassin de carène permettent également de travailler sur les deux fluides, hein, l'eau et l'air. On ne s'y attarde pas parce que c'est effectivement, comme tu dis, Mathieu, c'est relativement négligeable. c'est ça, c'est monter le roof, la face avant du roof et les vitrages avant de 20-30 cm, ça va représenter 0, quelque chose C'est sur à la la résistance. marge. C'est à la marge. Ouais. Voilà, donc entre un Outremer 42 de 2000 qui avait une ouverture de roof de 1 mètre de large sur 1,70 m de haut, on arrive à faire des choses comme ça aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est impressionnant de voir l'ouverture sur l'Outremer 55 où il y a en fait peu de matière dans les coins qui tiennent le roof. La porte vitrée, elle coulisse toujours et elle sort pas de ses gonds. Donc voilà, oui, ce qu'on essaye d'obtenir, c'est de monter de la hauteur sous barreau, de la hauteur de vision au maximum. Mais encore une fois, on en avait parlé dans le précédent webinaire, pas au prix des qualités nautiques du bateau. Donc ce qu'on essaye de vérifier chaque année au cours de l'Outremer Cup, où on invite tous les Outremer, quel que soit leur âge. Donc on a parfois des bateaux qui ont plus de 30 ans qui viennent se confronter aux nouveaux. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, c'est les équipages qui font la différence beaucoup plus que le bateau. Donc, voilà, première différence dans les calculs de structure de bateau, comment est-ce qu'on raisonne en termes de résistance? Il y a deux grandes écoles. Beaucoup de catamarans de type charter qui privilégient l'habitabilité, comme à droite, vont avoir des roufs, des superstructures extrêmement importantes et des petits trampolines de façon à bénéficier d'une résistance donnée par l'enveloppe générale. Évidemment, plus on monte et plus on va vers l'avant, plus on arrive à tenir les coques sans qu'elles bougent. Et donc, on peut se permettre de n'avoir des cloisons dans le petit encadré à droite qui sont en CP, pas forcément très épais, parce que les efforts sont distribués sur la globalité de la structure. Tu veux intervenir là-dessus, Mathias? Non, puis je crois que ce qui est important aussi, et notamment donc, avec Outremer, c'est de concevoir en collaboration avec les architectes d'intérieur et le BE et nous-mêmes des structures saines. C'est-à-dire que la structure primaire du navire soit correctement alignée. Donc, on a des cloisons traversantes au nombre de 3 à peu près. Hein. La plateforme du catamaran, sa torsion est gérée par 3 cloisons principales. C'est celle qui est en noir, là, qui représente la cloison de mât, en fait. La cloison de roof, là, qui est toute ouverte, qui est au centre, et celle qui est tout à fait en arrière, qu'on appelle la cloison de cadre arrière, d'ailleurs. Et on s'assure que ces cloisons soient en conception alignées d'un bord à l'autre, ce qui n'est pas le cas de tous les bateaux de catamarans de croisière, ou pour des raisons d'agencement intérieur, ils se permettent de désaligner ces cloisons, et donc là, ça nous complique, ça complique la tâche, parce que les efforts n'aiment pas les discontinuités. Voilà. Donc ça, je pense, en termes, enfin, en conception structurelle, ça c'est très important comme point de départ.
Et donc, ce qui se passait dans les années 2000, voilà, on comprend la globalité des efforts, de la compression sous le mât, de la torsion entre les deux coques, des efforts de traction au niveau des galopants et des étais. Et la façon d'y répondre dans les années 2000, bah, c'était on faisait un bras de liaison qui reliait les deux coques avec des cloisons en CP assez épaisses et deux cloisons avec des cloisons longitudinales intermédiaires de façon à relier tout ça. Et voilà, c'était vraiment empirique et c'était pas très léger. C'était costaud, les bateaux construits de l'époque, effectivement, depuis les années 85-90, bah, ils naviguent toujours aujourd'hui, ils ont pas bougé. Par contre, l'espace était vraiment beaucoup plus contraint. Donc, on avait des couples et des lisses un peu partout parce qu'on n'avait pas une inertie très importante dans les matériaux constitutifs du bateau. Et donc, on était obligé de bâtir un squelette un peu comme ça se faisait sur un monocoque depuis très très longtemps. Alors qu'aujourd'hui, pour évaluer les efforts, alors on va voir, on a des outils beaucoup plus pointus pour mesurer ce qui se passe. Et on a un panel de matériaux qui est beaucoup plus large, avec des matériaux qui peuvent être testés en laboratoire, avec des tests de vieillissement et des tests de rupture, pour comprendre mieux ce qui se passe dans le bateau. Benoît, tu veux prendre le lead? Ouais, donc on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que en plusieurs étapes, le fait d'abord de savoir les charges où elles sont nous donne une analyse plus fine. Ensuite, le fait de mieux connaître les matériaux, d'avoir un panel de matériaux plus large finalement qu'à une certaine époque, et surtout de connaître vraiment leurs caractéristiques mécaniques. Il faut savoir qu'un même matériau utilisé de façon différente selon le process de fabrication, que ce soit du contact sous vide, de l'infusion, de l'injection ou du pré-preg. Chacun de ces techniques va donner des propriétés mécaniques différentes pour un même matériau. Et en fait, on a aujourd'hui une connaissance très étoffée de chacune de ces propriétés mécaniques, un peu grâce à de l'analyse euh, théorique ou disons analytique avec des logiciels, un peu avec des bancs d'essai, ce qu'on fait de façon assez régulière. Et la combinaison de la connaissance des efforts et connaissance des propriétés mécaniques permet vraiment d'optimiser la structure dans toutes les zones, zone par zone. Ce qui donne parfois, voilà, ça c'est une analyse globale d'une plateforme coque et nacelle d'un outre-mer. Et en fait, on voit vraiment les zones les plus, ce qu'on appelle les zones chaudes, les zones à identifier et à structurer un petit peu différemment du reste. Et ce qui donne, ce qu'on voit sur l'image de droite, des plans de drapage, des plans de fabrication de coques qui ressemblent un peu à un patchwork. Et en fait, c'est un patchwork qui rend la fabrication plus laborieuse, plus coûteuse et avec plus de temps. Parce qu'au lieu d'étaler un rouleau qu'on va draper de la même façon sur toutes les zones de coque et un type de mousse, maintenant on va aller renforcer les zones particulièrement chargées. On va choisir des typologies de mousse différentes avec des densités plus importantes dans certaines zones plus chargées. Et puis, donc tout ça nous permet d'optimiser et de gagner en poids. Et il y a un autre travail qu'on a fait au cours des années sur l'optimisation du poids. C'est sur le travail des mousses. Je pense que tu as une slide là-dessus, Oui, Mathieu. on va y venir. Oui. Bon, là, c'est l'exemple des cloisons. Donc, ce maillage, c'est des études d'éléments finis, comme on les appelle, zone par zone. Bon, on les fait sur les coques, on les fait sur le pont, on les fait sur les cloisons, on les fait même sur des appendices rapportés, hein. Le mât, par exemple, est analysé également en éléments finis, lui aussi, pour ne lui appliquer que les matériaux nécessaires, la quantité de matériaux nécessaires, et pas plus. Euh, voilà, donc ça c'est la carcasse globale du bateau, le squelette finalement, le squelette structurel du bateau euh, qui tient le tout et qui donne la raideur à son ensemble.
Et on le disait tout à l'heure, la conception demande un certain nombre de choix et de compromis à faire. Et on est toujours là sur la partie structurelle en particulier, sur trois critères. Un critère poids, parce que le poids c'est la performance. Un critère coût, parce qu'évidemment on a des coûts à tenir. Et le critère raideur, puisque comme je disais tout à l'heure, le critère résistance n'est pas un critère, c'est des coefficients de sécurité qui sont actés depuis de nombreuses années sur lesquels on ne revient pas. Par contre, le curseur de la raideur, jusqu'à quelle raideur on veut amener notre plateforme, et donc jusqu'à quel niveau de performance, bah, cela tire évidemment les coûts vers le haut et le poids vers le bas. Donc, c'est trouver le juste milieu pour un outre-mer sur ce triangle-là, et c'est tout le sujet des architectes. Et sur les mousses, on a effectivement beaucoup travaillé, puisque toutes nos grandes pièces chez Outremer sont infusées. Donc dans le moule de coque et dans le moule de pont, on applique les tissus secs dans le fond de moule, puis on recouvre de mousse, puis encore une couche de tissu. On va y arriver, Et on infuse le tout. Et en fait, l'infusion de la résine, donc l'aspiration de la résine dans ce composite sandwich, absorbe beaucoup de résine. Et le but du jeu, c'est d'en absorber le minimum, puisque la résine, c'est ce qui tient le composite ensemble, et c'est pas lui qui est structurel. Donc on cherche toujours à avoir un ratio de fibres le plus important possible par rapport au volume de résine. Et pour ça, on a beaucoup travaillé sur la technologie de nos mousses afin qu'elles absorbent le minimum de résine. Donc on travaille sur des kits mousses qui sont dessinés pour chaque modèle d'outre-mer. Chaque pièce de chaque modèle d'outre-mer a ce qu'on appelle un kit mousse. Et c'est autant de panneaux de mousse spécifiques à chaque zone. Des zones qui ont beaucoup de courbes vont être très, très rainurées, un rainurage très dense, qu'on referme tu vas un peu vite. On va détailler ça. Quand tu me lances sur le sujet mousse, moi Oui. Non, mais d'abord les deux grandes familles, le monolithique. Donc on a commencé dans les années 80-90 jusque dans les années 2000 à avoir essentiellement du monolithique, c'est-à-dire juste une alternance de tissu de verre et de résine qui permet d'obtenir la résistance au poinçonnement, c'est-à-dire la résistance au choc maximale. Donc c'est le matériau de base qu'on continue à utiliser dans toutes les parties des étraves et dessous dans le milieu, parce que c'est les zones les plus exposées qui peuvent recevoir des chocs, et il n'y a rien qui remplacera un monolithique, un polyester massif, parce que c'est ce qui résiste le mieux au choc. Par contre, on augmente énormément l'inertie des matériaux en utilisant ces technologies sandwich, et donc qui permettent de gagner de la surface de bordée sans augmenter le poids. Donc ça a été la grosse évolution. Les débuts du sandwich, ça s'est passé avec du balsa, qui est encore utilisé. À gauche, on a un exemple de construction actuelle en balsa, qui est un matériau facile à utiliser, naturel, etc., mais qui a un gros défaut de mal vieillir parce que ça conserve l'humidité. Et donc, les sandwichs balsa qui ont plus de 20 ans, en général, ne se terminent pas très bien. C'est un matériau qui est vivant, qui contient de l'eau et qui vieillit assez mal. Donc, la plupart des chantiers sont passés aux mousses PVC, des PVC extrudés, de la mousse réticulée, qui est donc insensible à l'eau. Par contre, qui a un inconvénient par rapport au balsa, qui est plus rigide et donc qui a tendance à être utilisé avec un rainurage. Donc on voit toutes ces petites découpes qui ont deux avantages principaux. Le premier, de la mise en forme dans le moule, pouvoir suivre les courbes du bateau, et le deuxième, de faire circuler la résine pour que la résine puisse se diffuser. Parce que comme l'expliquait Benoît, dans le principe de l'infusion par rapport au moulage au contact, donc le moulage au contact, en général à l'air libre, on alterne des couches de tissu qui sont imprégnées une par une. Donc là, on a du mal à avoir des bonnes densités de fibres dans le stratifié final.
par rapport à l'infusion dans lequel tous les matériaux secs sont imprégnés dans une seule phase. Par contre, la grosse difficulté, c'est d'arriver à faire circuler la résine dans l'ensemble des périphériques, parce que le gros risque, c'est d'avoir des zones blanches. On voit ici un échantillon j'ai trouvé sur une chaîne YouTube, un bateau qui avait des zones mal imprégnées parce que la résine n'avait pas imprégné les deux côtés de la mousse, donc avec des zones qui restent sèches. Donc l'infusion, c'est quelque chose que Outremer a démarré les premiers essais dans 99 et tous les bateaux sont infusés complètement depuis 2004. Ça veut dire que ça fait plus de 20 ans qu'on fait ça et on a effectivement beaucoup d'expérience et beaucoup d'expertise là-dessus. Mathieu, Donc, on a une question peut-être avant les vidéos sur le vinyle ester, donc de la part de Philippe. Avantage, inconvénient. Tu réponds maintenant ou après les vidéos, comme tu veux, mais voilà. Avantage, ouais, inconvénient au niveau structure. Benoît, c'est pour toi? La résine ester a un avantage, c'est que par rapport, en tout cas par rapport à la résine polyester, c'est que c'est une meilleure barrière à l'eau. Donc c'est pour ça qu'on aime mettre ça comme première barrière la plus proche de l'eau en peau extérieure. Et ensuite, on infuse, chez Outremer aujourd'hui, on infuse en polyester. La résine vinyle ester par rapport à la polyester ne change que très très peu les propriétés mécaniques. Donc son vrai avantage, c'est vraiment sur la protection du sandwich aux infiltrations d'eau. Mais on gagne pas de poids parce que la densité est la même, le taux de résine dans la fibre est le même, donc on ne va pas gagner du poids en utilisant du vinyle ester au lieu du polyester. Mais même quand on parle de polyester, il y a beaucoup de qualités différentes dans les fibres et dans les tissus, et Outremer n'a jamais utilisé que les meilleurs. Je vais mettre la première vidéo. Vous voyez Non, l'écran? non, il faut que tu partages, que tu changes dans le partage, tu sais, D'accord. l'écran. Euh, Là, c'est bon, on la voit. Voilà, donc là, on voit un exemple d'infusion fait avec une mousse rainurée. On voit bien la résine qui circule dans les rainures. Donc là, c'est assez facile à mettre en œuvre. Donc on est transparent parce que le tissu qui est par-dessus la mousse est devenu transparent en étant imprégné par la résine. Donc ça, c'est ce qu'utilisent tous les chantiers qui font de l'infusion aujourd'hui. Hop là, je vais revenir sur la deuxième. Euh, C'est bon. donc en fait, ça se traduit comme ça. On a un contrôle visuel qui est très facile. Ça, c'est ce qui est le plus sûr, on va dire. Ça présente quand même pas mal d'inconvénients. Hop là, je vais revenir.
Toc, 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 je le trouve plus. Tu veux revenir sur la presse? Ouais. Elle est ouverte sur ton bureau. Allez, bien un petit moment technique. Ouais, c'est peut-être Pardonnez-nous, mais ça arrive toujours. pas Sinon, très- c'est ce ne serait pas un bon webinaire. pas très pratique. Dis-moi si OK, sinon peut-être que je peux prendre la main. Non, mais vas-y, mets-la, parce que comme ça, je pourrais préparer la troisième. Tu l'as, toi, Tu veux la presse ou la vidéo? la présentation? La présentation, je l'ai, ouais. Alors, ça arrive. C'est bon pour tout le monde? Oui, c'est bon, on voit la presse. OK. On la voit pas en plein écran. Peut-être que tu peux prendre la main. Je vais la mettre en plein écran. Donc, tu peux montrer la mousse quadrillée. Après, voilà. Alors, en fait, l'inconvénient, non, bah, reviens avant. Ouais, l'inconvénient que ça présente, c'est qu'en fait, chaque petit canal qui se remplit de résine va rompre l'homogénéité du périphérique global. Tu veux continuer, Benoît? Oui, bah, en fait, pour l'infusion, la mousse doit être perforée de façon à ce que la résine puisse passer d'un côté à l'autre de la mousse. Mais en plus de ça, étant donné qu'on n'a pas, on n'est pas en train d'infuser des grandes tables planes, on infuse des formes qui sont assez avec de la courbe dans tous les sens. Donc, pour pouvoir draper ces mousses, on est obligé de créer des rainures. Et donc, c'est sur la photo suivante qu'on voit bien à quoi les rainures servent. Pour appliquer un panneau de mousse d'une certaine épaisseur, on parle de 20-30 mm, c'est assez important, pour pouvoir les appliquer le long d'une courbe, eh bien les rainures nous permettent d'absorber cette courbe. Et c'est là où Outremer a vraiment œuvré pour avoir des kits spécialisés à la forme de leur coque. C'est que chaque panneau a une densité de rainurage spécifique pour s'adapter à la forme. Et à la pose, on voit par exemple sur le premier panneau en bas à droite de la photo qu'on ne voit presque plus les rainures puisqu'elles ont été refermées avec la courbe et elles commencent à réapparaître quand le panneau redevient plan. Ensuite, sur des grandes surfaces planes, on va faire des panneaux qui n'ont aucun rainurage, sur lesquels il n'y aura que les perforations. Et tout ça dans le but, comme je l'ai dit tout à l'heure, de limiter l'absorption de résine, parce que la résine qui vient se loger au milieu de la mousse ne sert à rien structurellement. Elle n'est là que parce qu'elle a voulu passer à travers la mousse pour imprégner la peau extérieure de coque, mais la résine dans la mousse ne sert à rien. Donc on essaie d'en limiter vraiment sa quantité à un strict minimum. Donc, C'est du pro. Outremer C'est est de un la des masse. seuls. Oui, Mathias? Non, je disais juste que c'est de la masse qu'on se trimballe pour rien. Voilà. Juste pour Oui, rebondir sur ce que Benoît vient de dire. et qui a même tendance à fragiliser la structure, parce que si En on a un plus, oui, choc, tout à fait. si on a un choc, en fait, l'onde de choc doit se disperser dans la structure alors qu'elle va être arrêtée sur chaque ligne de résine. Donc, tu peux présenter ensuite la suite, l'image avec on voit la mousse mise en place. Voilà. Donc là, on est sur un gunboat donc, qui est tout en carbone, où on voit il y a quasiment plus aucune rainure, et de façon à avoir à la fois un gain de poids et un gain de solidité, parce qu'on a une structure composite qui est continue au lieu d'être interrompue par ces lignes de résine. Outremer et Gunboat sont parmi les seuls chantiers au monde qui font de la production de ce style. Et simplement, c'est une technologie qu'on maîtrise à cause
des plus de 20 ans d'expérience qu'on a dans le domaine de l'infusion. Tu continues, voilà. Donc ça ressemble à ça. En fait, la différence, c'est que comme on n'a plus ce rainurage quadrillé, donc la résine circule plus difficilement de façon horizontale, on est obligé d'ajouter un périphérique de drainage. C'est la matière bleue qu'on voit au premier plan sous le plastique, qui en fait permet de créer un micro-relief qui va aider la circulation de la résine horizontalement. Et évidemment, ensuite, on enlève tout ça. Donc c'est le seul inconvénient de l'infusion aujourd'hui, c'est qu'on a du déchet à traiter, ces bâches plastiques et les périphériques, et les tuyaux remplis de résine. Mais pour tout le reste, on a une meilleure qualité de produit, meilleure longévité, moins d'émissions dans l'atmosphère, etc. Et même au niveau des mousses, tu veux dire un mot sur les mousses recyclées, Benoît? Oui, donc on utilise de plus en plus chez Ospromer des mousses en PET recyclé, ce plastique dont on entend beaucoup parler pour être le plastique utilisé pour faire les bouteilles. Et la mousse PET s'est développée il y a quelques années sur le marché de l'éolien. Et c'était dur à une époque d'en acheter, on souhaitait en acheter et c'était difficile parce que le marché était monopolisé par l'éolien. Et depuis, c'est une mousse qui est devenue de plus en plus répandue et accessible et qui a de très bonnes propriétés mécaniques. Euh, pas exactement les mêmes que celles des mousses PVC, donc on ne l'utilise pas partout. Et donc par exemple, on n'utilise pas de mousse PVC, PET pour les coques. Mais par contre, on l'utilise beaucoup dans des pièces secondaires, type capot, bac à douche et choses comme ça, des pièces non structurelles, et également dans tous les aménagements. Une des particularités d'Outre-mer pour gagner du poids dans son aménagement, c'est tous les panneaux de meubles sont des panneaux eux aussi en sandwich. Et la mousse utilisée dans ces panneaux sandwich, c'est de la mousse PET recyclée. La fameuse mousse verte que vous voyez sur certaines photos. Tu avances, Céline? Voilà, donc un autre domaine qui nous a beaucoup fait progresser, c'est de comprendre l'utilisation des bateaux, la façon dont on l'utilise, qui va servir à définir le cahier des charges. Benoît? Donc effectivement, on a un projet assez vaste d'instrumentation de nos bateaux qui nous permet depuis quelques mois maintenant de connaître vraiment les usages de nos bateaux et les contraintes auxquelles ils sont soumises. Donc on peut loguer les usages, les temps de charge, par exemple par le solaire, les fréquences de charge et décharge du parc batterie, les habitudes d'usage des réservoirs. Est-ce que finalement on navigue la plupart du temps avec des réservoirs d'eau et de gasoil plein, ou est-ce qu'on utilise toute leur capacité? C'est ce qui nous permet à la fois de mieux comprendre nos usages et de mieux répondre du coup aux vrais besoins de nos propriétaires sur les conceptions suivantes. Donc on s'appuie beaucoup sur ce qu'on connaît de nos projets, de nos bateaux actuels pour dessiner les bateaux de demain. Et dans ce data logging, les charges en font partie. Donc certains de nos bateaux sont instrumentés au niveau des galopants, notamment. Là, c'est un exemple, c'est donc un capteur de charge branché en ligne sur le galopant, qui est à la fois une aide à l'utilisateur. Le propriétaire sait au quotidien, selon toutes les conditions de vent et de mer qu'il rencontre, le pourcentage de charge de ces haubans. Et donc, c'est un indicateur qui peut aider à la prise de décision lors d'une prise de riz. Est-ce que j'attends encore un petit peu ou est-ce que je pense qu'il est temps de prendre un riz? On peut se servir de ces charges-là. Est-ce que finalement le vent n'est pas si fort que ça? Par contre, il y a une mer très formée. J'ai l'impression de beaucoup solliciter la structure. On peut voir en direct le genre de charges qui sont appliquées au bateau. Et nous, on peut ensuite analyser ces charges et
se rendre compte, pouvoir comparer en fait entre nos données, nos hypothèses d'entrée de calcul structurel et les charges réellement vues par le bateau. On peut comparer ça et se reposer les bonnes questions sur les développements suivants, d'ajustement ou non, des facteurs de sécurité et des cas dimensionnants. Ça, c'est la slide qu'on avait vue tout à l'heure avec Mathias. Ouais, on en a On va parlé. revenir dessus. Voilà, en fait, c'est la différence qu'il y a entre ce qui se passait il y a 20 ans ou en bassin de Carène, où c'était quand même très approximatif parce que ça dépendait aussi beaucoup de la finesse et de la sensibilité des capteurs. Donc, aujourd'hui, les outils modernes sont infiniment plus précis et permettent de tester beaucoup plus de configurations. Je suis désolé, malheureusement, je dois vous quitter. Ouais, merci Mathias. Je vous en prie, je t'en prie, Mathieu. Au revoir à tous. Merci pour votre écoute et à bientôt sur l'eau, j'espère. Merci Bah, Mathias. Au revoir. à bientôt au 4 février, surtout. Tout à fait. revoir. Oui, tu veux dire un mot sur l'enfoncement des tableaux? Mathias en a parlé tout à l'heure. Là, je ne Ouais. sais pas si on peut peut-être répondre à quelques questions. Céline, on a d'autres visuels? Non. Donc, s'il y a des questions, parce que là, on a fait l'heure. Alors, l'épaisseur finale de la couche résine, comment est-ce qu'on la règle? De Yves, je comprends pas bien l'épaisseur de la couche résine. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce que la résine, il faut bien comprendre que donc que ce soit un monolithique, donc que de la fibre de verre, ou le fameux sandwich, donc fibre de verre, mousse et fibre de verre, la résine n'est que le liant. C'est comme de la colle qui va lier les trois ensemble. La fibre de verre toute seule, c'est un tissu qui n'a pas de résistance innée. Il n'a de résistance qu'une fois qu'il est joint, que chaque fibre est jointe l'une avec l'autre. Là, on a une plaque très très fine de fibre de verre qui commence à avoir de la résistance. Et cette résistance est multipliée une fois qu'on en ajoute de l'épaisseur. Et elle est décuplée si on la compose d'un sandwich. Donc on écarte deux pots de fibre de verre avec de la mousse au milieu. Et la résine ne sert que de liant. Donc on ne cherche pas à avoir une épaisseur de résine. Par contre, on cherche à limiter la résine. Et c'est pour ça qu'on utilise l'infusion, parce que l'infusion ne fait que tirer de la résine là où il y a du vide. Donc plutôt que d'appliquer de la résine au rouleau et d'en mettre plus que nécessaire, l'infusion a cet avantage qu'il ne va aspirer dans les vides que le strict minimum de résine. En théorie, 100 grammes de tissu de verre imprégné de résine devrait faire 1/10 de millimètre d'épaisseur de stratifié terminé, mais on peut très bien avoir 100 grammes de tissu de verre avec 1 centimètre de résine. Ce ne sera pas plus résistant, ce sera beaucoup plus lourd, ce sera même cassant parce que la résine va casser alors que la fibre aurait pu supporter plus. Donc on n'a aucun intérêt à mettre trop de résine, ça n'apporte pas du tout de résistance en plus. Même ça réduit la résistance du produit final. Et c'est grâce à l'infusion qu'on arrive en éliminant l'air, à avoir une bonne densité de fibres parce que la résine est compressée dans la fibre de verre. Les ratios, en théorie, on devrait être autour de 45-48% de poids de résine par rapport au poids du tissu. Avec des carbones prêts, on peut descendre à 30-32, et avec des tissus très grossiers, style mat de verre, on va plutôt être à 60% de résine. Là, il faut en mettre beaucoup plus. Là-dessus, on a une autre question également. Je pense que ça se rapporte plus à ce que tu as montré à la fin sur l'OCM.
Donc, est-ce que l'analyse de charge peut être utile au quotidien pour un plaisancier, par exemple pour le choix de voile ou le suivi de vieillissement de son bateau, de son gréement, dormant courant, en pouvant extraire les différentes données qu'on aurait par les Ouais, capteurs? bah, c'est des indicateurs qui sont très utiles quand on ne connaît pas bien son bateau. Quelqu'un qui navigue depuis 25 ans sur son bateau va le sentir dans ses tripes presque, enfin à travers la plante des pieds, savoir ce qui se passe, s'il souffre ou pas. Par contre, des nouveaux propriétaires qui n'ont pas encore cette expérience, ce recul, peuvent apprécier d'avoir des chiffres qui vont leur montrer ce qui se passe. Parfois, on a un ressenti en disant, oh là, je sens que ça tape, je sens qu'il souffre, comme disait Benoît tout à l'heure, mais on ne sait pas exactement dire quelle est l'intensité réelle. Donc là, de voir on peut accepter 5-6 tonnes de charge sur un galopant, bah, que dans tel cas de figure, en passant en telle vague, on a atteint 3,5 ou on a atteint 5,5, ça permet de se rapprocher de l'usage utile et de savoir s'il faut prendre un riz ou pas. Et vous parlez du vieillissement du bateau, c'est aussi là on parle dans quelques années, après plusieurs années de bateaux instrumentalisés, à la revente du bateau, c'est aussi très, très pertinent et utile de pouvoir justifier qu'en fait son bateau n'a jamais été sursollicité. Euh, Montrer que dans les graphes de charge, jamais le bateau n'est monté au-delà d'un certain seuil qu'on s'est donné. C'est aussi une valeur ajoutée à la revente. Les fameuses boîtes noires qu'on va effectivement, qui vont être généralisées sur les bateaux et qui vont permettre de garantir une valeur d'or-vente très élevée parce que on pourra avoir accès à tout l'historique du bateau. On a une question, pardon, de la part Attends, de juste Bertrand. Céline, Oui. en lien avec la question dont Florence disait à partir de quel modèle de bateau on a introduit ces instruments de mesure, depuis quand on est capable de les mettre? Donc en fait, la capacité de mesurer a été introduite depuis 6 mois environ sur tous nos modèles, tous nos bateaux. Ensuite, chaque propriétaire est libre de décider de monitorer ou non. Par exemple, les haubans, tout le monde ne souhaite pas connaître en permanence la charge de ces haubans. Ça, c'est un choix propriétaire de l'instrumentaliser ou non. Et c'est disponible. Il y a une question pour toi de Bertrand. La poutre de liaison, les efforts de torsion sont gérés en rigidité ou en lien souple? En fait, excusez-moi, j'ai pas entendu la question. Je crois. Concernant la poutre de liaison, j'imagine le bras de liaison, enfin Oui. la colonne sous le mât, les efforts de torsion sont gérés en rigidité ou en lien souple? Est-ce qu'il y a une déformation acceptable? Il y a forcément de la déformation. En fait, on parle de poutre navire, on regarde la déformée du bateau dans sa globalité, parce que en particulier sur les catamarans, on a cette particularité d'attaquer que le flotteur bâbord va attaquer la vague avant le flotteur tribord. Et vice-versa. En tout cas, le flotteur sous le vent va l'attaquer avant l'autre. Et du coup, on a des efforts de flexion d'une coque et ensuite des efforts de torsion entre une coque et la deuxième. Donc il y a évidemment une déformation tolérable. Et ça, c'est tout le fameux curseur et critère de raider dont on parlait tout à l'heure, où on a la raideur tolérée par nos matériaux et adaptée à nos matériaux. Et pour des bateaux encore plus performants comme les gunboats par exemple, ils vont aller chercher avec leur structure 100% carbone, ils vont aller chercher un niveau de raideur encore supérieur et ils mettent les échantillonnages en face pour tenir ce niveau de raideur. Question de Philippe, le vieillissement du mât carbone dans le temps, la foudre? C'est deux questions, c'est pas une ça. Oui. Sur le vieillissement, on pourrait dire qu'on a peu de recul parce que l'industrie est assez récente, mais on n'a pas vu à mon niveau d'expérience en tout cas, on n'a pas vu de casse par fatigue de gréement carbone. C'est souvent les casses de gréement carbone sont plutôt dues à un mauvais usage et encore en multicoque, j'en ai jamais entendu parler.
Ça a pu arriver sur des gréements un peu plus classiques de monocoque avec des bastacs qui avaient été mal utilisés. Donc sur ce genre de cas, sur la fatigue, moi en tout cas, j'ai pas d'historique de casse de fatigue de ma carbone. L'avantage du carbone, en tout cas une de ses spécificités, c'est il est contrôlable. Donc dans toute la vie du bateau, on peut faire des contrôles, ce qu'on appelle les contrôles non destructifs, les fameux NDT. C'est souvent des ultrasons qui permettent de venir scanner le mât dans son intégralité pour s'assurer qu'il n'y ait pas de délaminage interne, chose qu'on pourrait pas voir de l'extérieur. C'est un peu la différence entre les haubans Kevlar, par exemple, et les haubans carbone. Le carbone coûte plus cher, mais le Kevlar, on va devoir le changer au bout de quelques années, alors que les haubans carbone, on peut les tester et vérifier que la structure est encore bonne et repartir pour 4 ou 5 ans de garantie, parce qu'effectivement, il n'a pas vieilli. Sur la foudre, on a quelques bateaux qui se sont pris la foudre, que ce soit avec des mâts alu ou des mâts carbone. On n'a pas eu de dégâts. On n'a pas eu. Je crois qu'il y a quelques assureurs qui disent qu'ils ne veulent pas assurer des mâts carbone ou qui ont vu des mâts exploser. Nous, on n'a jamais vu ça. On n'a pas d'éléments pour dire qu'un mât carbone serait moins résistant à un coup de foudre. Non, exactement. Et on n'a même pas de statistiques montrant que les mâts carbone sont plus affectés que les mâts aluminium. Ça, c'est très important. On se rend compte qu'en fait, les mâts carbone et mâts aluminium peuvent attirer la foudre l'un comme l'autre, mais je dirais même plus que la plupart des cas qu'on a eu où il y a eu de l'électronique d'endommagée, c'était pas forcément une prise directe par le mât. Parfois, un coup de foudre peut tomber à une dizaine de mètres du bateau et affecter une partie de l'autre. On ne se rend même pas compte qu'on a été impacté. Et c'est quelques jours plus tard, on se rend compte qu'un des instruments ne fonctionne plus. Et en fait, il y a une remontée de courant d'intensité trop importante. Et donc, c'est pas forcément par le mât. En tout cas, le mât carbone, à notre connaissance, n'a pas de statistiques plus importantes de coups de foudre qu'un mât. Ah, question intéressante. Windello concurrence-t-il Outre-mer pour la clientèle grand plaisancier? Je te laisse répondre. Ça, c'est presque pour Céline. Moi, ma vision, c'est qu'il y a des gens qui ont des motivations, des préoccupations de réduire une empreinte environnementale forte. Notre vision, c'est que l'empreinte, quand vous naviguez sur un bateau à voile comme un outre-mer, elle n'est pas très forte. Il y a des gens qui font des tours du monde avec 2 ou 3 pleins de gasoil. Donc la consommation de carburant fossile, elle est vraiment limitée. Là où on diffère, c'est que l'usage de fibres de basalte, on est très réservé là-dessus. On a beaucoup évalué les empreintes carbone et en fait, le basalte n'est pas un dérivé du pétrole, donc ça va dans le bon sens. Par contre, ça suppose des quantités d'énergie extrêmement importantes dans sa transformation. Donc l'empreinte indirecte, elle est quand même très élevée. Donc ça, c'est pour la fibre. Par exemple, on a fait pas mal de tests sur de la fibre de lin, qui, elle, est un dérivé d'une plante, donc c'est avec une empreinte qui est encore plus faible. Donc ça, c'est des pistes intéressantes. Par contre, on n'arrive pas encore à avoir des résistances équivalentes à la fibre de verre. Ça veut dire qu'il faut en mettre nettement plus. Ça veut dire qu'on a une perte de poids. Ça va avoir un impact assez important sur le poids du bateau d'utiliser de la fibre de lin à la place de la fibre de verre. Sur les propulsions hybrides ou électriques, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on n'a pas besoin de beaucoup de carburant si vous naviguez à la voile quand vous avez 4 ou 5 nœuds de vent et que vous naviguez encore à la voile quand vous en avez 40. Donc, est-ce que ça vaut le coup de passer sur des moteurs électriques pour économiser 3 pleins de gasoil en 3 ans? Notre réponse aujourd'hui est plutôt non. Maintenant, c'est un peu le choix de chacun. Céline, tu avais envie de dire un mot là-dessus?
Non, je pense que tu as bien résumé notre positionnement sur le sujet. Et effectivement, l'expérience qu'on a avec les 3,55 là, qui ont bouclé un tour du monde, on peut prendre l'exemple de Loïc Eliès, qui lui a déjà bouclé 2 tours du monde avec un 51, un 55. Sur son premier tour du monde, il avait fait, je crois, 3 plats. 500 heures de moteur. Voilà, 500 heures de moteur. Et sur le second, je crois que j'ai plus les chiffres, mais bon, c'est de cet ordre-là. Donc, effectivement, Pour moi, le débat, il est beaucoup autour de la marge de sécurité. C'est que, Ouais. en fait, on peut faire le tour du monde sans carburant aucun. Magellan l'a montré, et puis beaucoup d'autres depuis. Par contre, qu'est-ce qui se passe dans des conditions extrêmes où on a besoin d'avoir des moteurs qui puissent délivrer beaucoup de puissance avec une densité énergétique du carburant qu'on utilise importante, bah, ça va être beaucoup plus réduit avec des moteurs électriques. Donc, ça veut dire que si on a besoin de la puissance maxi pendant plusieurs heures, eh ben, c'est facilement possible avec des moteurs diesel classiques. Ça va être compliqué avec d'autres. Donc, c'est plutôt dans les mains de l'utilisateur quelle marge de sécurité on souhaite et de combien on accepte de la baisser. Et c'est tout le rôle justement qu'on joue nous dans l'accompagnement de nos clients, dans l'utilisation de leur bateau, sur des messages qu'on leur délivre sur l'utilisation après moteur, dans quelles circonstances effectivement, pour naviguer le plus longtemps, le plus souvent en fait à la voile. C'est probable que la densité énergétique des batteries lithium augmente nettement dans l'avenir, hein. On l'a vu dans l'automobile. En général, l'industrie nautique suit l'automobile avec 10 à 20 ans de retard parce on n'a pas les mêmes quantités de production et donc ça prend du temps. Aujourd'hui, ça va être une frange de population qui va défricher ces territoires. Ça me paraît très adapté à un usage de sortie à la journée, de bateau de régate, qui n'utilise pas son moteur par définition. Le grand voyage, par définition, on aime bien avoir une bonne marge de sécurité si quelque chose arrive, quoi. Je crois qu'on n'a plus de questions. Si Éloi ayant répondu. le trampoline est hors d'état, cela fragilise-t-il la structure? Non, pas du tout. On n'a pas besoin du trampoline pour naviguer. Non, non, le petit et le grand, en fait, on parle plutôt de la dimension des trous. C'est une question de confort quand on marche dessus pieds nus, d'esthétique et de sécurité aussi, parce que si on prend un gros paquet de mer sur le bateau, qui vient recouvrir le bateau, on sera content d'avoir des plus grands trous qui laissent l'eau s'échapper plus vite plutôt que de garder l'eau plus longtemps dessus. Je crois qu'on a bien dépassé le temps. Oui, on a dépassé. S'il n'y a pas. Ah là, il y a peut-être une question dans la conversation. Non, je crois que c'est bon. Un grand merci à tous. Je repartage juste une information là pour vous tous. Vous avez les contacts, si besoin, d'Éloi et de Mathieu. Qu'on a remis dans la présentation. Le prochain webinaire, donc c'est le 4 février, donc Challenge Impossible. On risque de dévoiler une nouveauté chez nous. Donc on vous invite à vous joindre au prochain webinaire du 4 février. Bon, pour les francophones qui seraient outre-Atlantique, on sera à Miami du 12 au 16 février. Et on est en train aussi d'organiser des essais en mer là dans les BVI très prochainement. Voilà, un grand merci pour votre attention, pour le temps passé avec nous. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires là dans le chat et on se revoit très bientôt le 4 février. Bonne journée à tous. Au revoir, à bientôt. Au revoir à tous.
Euh, Tant qu'il quitte pas.